Une semaine, c'est le temps exact qui a été donné au ministère de l'Intérieur pour payer une rançon. Une semaine, c'est l'ultimatum lancé ce week-end du 14 décembre 2025 par un groupe de hackers qui affirme avoir fait tomber l'une des forteresses numériques les mieux gardées du pays, les fichiers de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, n'a pas confirmé le vol des données de millions de citoyens français et d'étrangers. Il y a bien eu une intrusion, mais pour le moment, silence radio malgré les revendications du groupe de hackers. Si la France ne passe pas à la caisse, si une rançon n'est pas versée, les membres de Bridge Forum menacent de diffuser l'intégralité des données qu'ils auraient exfiltrées. Et on ne parle pas ici de simples adresses e-mail ou de mots de passe administratifs. Ils prétendent avoir eu accès aux données du TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, du FPR, le fichier des personnes recherchées, et d'autres fichiers comme ceux de la Direction Générale des Finances Publiques ou de la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. 16 444 374 personnes seraient concernées. Imaginez un instant ce que cela signifie. Si cette revendication est authentique, ce sont les fiches de police de plus de 16 millions de citoyens qui s'apprêtent à être livrées en pâture sur le web. Le TAJ recense aussi bien les auteurs d'infractions que les victimes, avec les affaires en cours qui ont donné lieu ou non à des suites judiciaires, identité complète, photos, adresse, mail, numéro de téléphone et bien d'autres informations. Le FPR, lui, liste les personnes disparues, recherchées, les évadés, les mandats d'arrêt, les fiches de surveillance ou encore les individus fichés pour terrorisme. Ce scénario catastrophe dépasse de loin la simple fuite de données classiques. C'est une atteinte directe à la sécurité nationale et à la vie privée de millions de Français. Si ces fichiers se retrouvent dans la nature, la confiance dans la capacité de l'État à protéger ses secrets les plus sensibles serait durablement brisée. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, au seuil d'une potentielle crise majeure, en décembre 2025, il faut remonter le fil d'une guerre numérique qui dure depuis plusieurs années. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, il vous est peut-être inconnu, car c'est une véritable hydre qui repousse à chaque fois qu'on lui coupe la tête. Tout commence en mars 2022 lorsqu'un certain Pom-Pom Purin lance cette plateforme pour combler le vide laissé par la fermeture de Red Forum. Très vite, Bridge Forum devient la plus grande place de marché illégale pour l'échange de données volées. Et on y trouve de tout, des bases de données d'entreprise, des accès gouvernementaux, des informations bancaires. C'est le supermarché du crime numérique fréquenté par plus de 300 000 cybercriminels. Les autorités américaines, le FBI en tête, finissent par arrêter son fondateur en 2023, pensant avoir porté un coup fatal à l'organisation. Mais dans ce milieu, les places vides ne le restent jamais longtemps. Le forum renaît de ses cendres, repris en main par un groupe encore plus agressif, les Shiny Hunters. Ce collectif, connu pour des vols de données massifs, s'associe à d'autres administrateurs pour relancer la machine. S'ensuit alors un jeu du chat et de la souris à l'échelle planétaire. Le FBI et la justice américaine saisissent les domaines. La police française, via le BL2C, interpelle ses administrateurs. Mais le site revient toujours, changeant d'adresse et d'infrastructure. L'année 2025 a marqué un tournant décisif dans cette traque. En juin dernier, la police française a frappé fort en arrêtant 4 hackers français, identifiés comme les potentiels administrateurs principaux de la version alors active du site. On pensait l'histoire terminée, le réseau démantelé et la menace écartée. Mais c'était mal connaître la résilience et surtout l'esprit de vengeance de ces communautés. C'est dans ce contexte de vendetta que tout s'accélère en cette fin d'année. Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2025, les alarmes s'allument place Beauvau. Les équipes de sécurité du ministère de l'Intérieur détectent une intrusion anormale sur leur serveur de messagerie. Le lendemain matin, le ministre Laurent Nunez est sur les ondes. Il y a eu effectivement une attaque informatique. Il y a un assaillant qui a pu pénétrer sur un certain nombre de fichiers. Donc on a mis en place les procédures de protection habituelles. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme fichier, vous le savez ? On ne sait pas encore. On n'a pas de traces de compromission grave. Voilà, on investigue, et à la fois en judiciaire, et puis surtout, on a renforcé notre niveau de sécurité. Il joue la carte de la transparence et se veut rassurant. Il confirme l'attaque, admet qu'un assaillant a pénétré le système, mais insiste sur le fait qu'aucune compromission grave n'est constatée à ce stade. Selon la version officielle, les protocoles de sécurité ont fonctionné, la double authentification a été généralisée en urgence pour les accès aux données sensibles, et l'incident est contenu. Une enquête est ouverte, confiée à l'Office anti-cybercriminalité et à l'ANSSI. À ce moment précis, on pense avoir affaire à une tentative d'espionnage ou de déstabilisation classique, peut-être pilotée par une puissance étrangère. Mais le coup de théâtre survient 48 heures plus tard. Et ce n'est pas un État rival qui revendique l'attaque, mais un fantôme du passé. Un utilisateur se faisant appeler Indra se présente comme l'administrateur de Bridge Forum ressuscité et il va y publier un message. Nous annonçons par la présente que, par vengeance pour nos amis arrêtés, nous avons compromis avec succès le ministère français de l'Intérieur. Et comme le rapportent les médias en France, ils admettent seulement que nous avons accédé à leur serveur privé de messagerie gouvernementale. Alors, France,
Pourquoi ne parlez-vous pas des 16 444 373 personnes dont nous avons consulté les données depuis votre fichier de police? Vous connaissez le TAJ et le FPR, fichier des personnes recherchées, la base de données de toutes les personnes recherchées? Eh bien, ce n'est pas tout. Indra termine son message par « Quoi qu'il en soit, ce n'est pas notre problème. Si un gouvernement n'est même pas capable de se protéger lui-même, imaginez si un terroriste avait obtenu toutes ces données. Qu'est-ce qui se serait passé ?» Il affirme donc être l'auteur du piratage et déclare agir en représailles directes aux arrestations de ses camarades survenues plus tôt dans l'année. Le ton est vindicatif. Vous avez arrêté nos amis, maintenant vous allez payer. Indra prétend que l'intrusion ne s'est pas limitée à quelques boîtes mail, mais que l'intégralité de l'infrastructure du ministère a été compromise, offrant aux pirates un accès royal aux fameux fichiers TAJ et FPR, ainsi qu'aux données d'Interpol. Pour crédibiliser leur action et prouver qu'ils ont soi-disant bien infiltré la place Beauvau, les pirates utilisent un stratagème audacieux. Des milliers de personnes reçoivent un email annonçant le retour de Bridge Forum. Et l'entête du mail indique une adresse officielle intérieur.gouv.fr. L'email semble provenir officiellement d'une adresse du ministère. Et l'impact est assez fort parce que si les hackers peuvent nous écrire depuis une adresse de la police nationale, eh bien c'est que potentiellement, ils ont compromis les bases de données les plus sensibles de l'État. Bon, alors tout ça, c'est pas aussi simple. L'analyse technique de cet email, qui a été réalisée par des spécialistes en cybersécurité comme Valérie Riesmarchiv, a révélé que ce mail n'est pas parti des serveurs physiques du ministère de l'Intérieur. Il s'agit en réalité d'une technique appelée spoofing, ou usurpation d'identité. Les pirates ont utilisé un service tiers, en l'occurrence Amazon SES, pour masquer leur véritable origine et faire apparaître l'adresse du ministère dans le champ de l'expéditeur. Ça, c'est une technique de manipulation assez classique. Mais ça prouve quoi? Seulement qu'ils sont assez malins et organisés, mais ça ne prouve pas formellement qu'ils ont le contrôle total des serveurs de messagerie de l'État. Cependant, le bluff sur l'email ne signifie pas que le reste de la revendication est faux. L'intrusion dans les messageries professionnelles est avérée par le gouvernement lui-même. La grande inconnue, et c'est là tout l'enjeu des jours à venir, reste l'accès aux bases de données policières. Ont-ils vraiment exfiltrer les fiches de 16 millions de Français, ou s'agit-il d'un coup de bluff monumental pour faire pression sur les autorités et humilier la police française? Le chiffre avancé par les hackers est précis, et trop précis peut-être, ce qui peut être interprété soit comme une preuve de détention des fichiers, soit comme un élément de communication savamment orchestré pour semer la psychose. L'enquête est ouverte et je vous invite à suivre les développements. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais nous voici au pied du mur. D'un côté, un ministère de l'Intérieur qui s'enferme dans une communication de crise, standardisée, minimisant l'impact et nous répétant que tout est sous contrôle, comme s'il suffisait de le dire pour que ça soit vrai. De l'autre, la réalité, un État qui semble avoir perdu la maîtrise de ses propres serrures. Car ne nous y trompons pas, que le chantage des hackers soit un bluff ou non, le mal est déjà fait. L'image d'une forteresse imprenable vient de voler en éclats. On ne sait pas à ce stade si ce vol de données est réel. On ne sait pas non plus si l'État aura l'intention de payer la rançon qui sera demandée pour empêcher la publication. Et d'ailleurs, ça serait quasiment improbable qu'il le fasse. Mais cette affaire n'est pas un accident isolé, c'est le symptôme d'une faillite systémique. France Travail, les hôpitaux publics, les opérateurs télécoms, et maintenant la police nationale. La liste des fuites massives de données s'allonge de jour en jour. Et à chaque fois, ce sont les citoyens qui payent l'addition. On nous demande toujours plus de données, toujours plus de biométrie, toujours plus de fichage au nom de notre sécurité. Mais l'État s'avère incapable de protéger le coffre-fort qu'il nous a forcés à remplir. Si les fichiers les plus sensibles de la République, ceux qui contiennent les secrets de 16 millions de Français, sont effectivement dans la nature, totalement, complètement, de manière massive, le contrat de confiance est rompu. La semaine qui s'ouvre ne sera pas seulement décisive pour l'enquête, elle sera un test de vérité pour nos institutions. Si ces données sortent, nous assisterons à la plus grande mise à nu de l'histoire du pays, exposant des millions de vies à la fraude, au chantage et à l'insécurité permanente. Il ne s'agit plus de cybercriminalité, il s'agit de la sécurité de la nation qui prend l'eau de toutes parts. Et une chose est sûre, il va falloir de la transparence. Au-delà de l'ultimatum des hackers, la vraie question qui doit nous hanter aujourd'hui est celle-ci. Combien de temps allons-nous encore accepter d'être fichés par un système qui laisse la porte grande ouverte? Jusque quand allons-nous accepter que des entreprises privées ou des administrations laissent autant de données personnelles dans la nature?